Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politique haïtienne. Eh bien, si vous avez écouté un tout petit peu les nouvelles qui nous sont parvenues d'Haïti ou si vous vivez en Haïti, vous savez que ces derniers jours sont marqués par un seul thème, le chaos au sommet de l'État. On va expliquer de quoi il s'agit, mais ce qui fait mal et qui révèle la profondeur justement de notre mal, c'est que les gens qui sont au sommet de l'État ne sont même pas conscients de leur responsabilité dans ce chaos. Chacun agite son petit drapeau des Saliniens, chacun désormais se drape du souverainisme. Hein. Tout à coup, on se découvre souverainiste. Et on crie haro sur le baudet quand les étrangers disent qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela, quand les étrangers utilisent, n'est-ce pas, le bâton, comme au bon vieux temps où on parlait de la diplomatie, de la carotte et du bâton, eh bien quand justement les diplomates étrangers utilisent le bâton pour ramener les politiciens à leur ordre à eux, non pas un ordre nationaliste. Les politiciens haïtiens ne sont nationalistes que lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir. Mais pour parvenir au pouvoir, ils marchent sur leurs convictions souverainistes. Et quand ils sont au pouvoir, aussi longtemps qu'ils veulent y rester, eh bien, ils oublient la souveraineté. Mais quand vient le moment de quitter, alors là, ils agitent le drapeau des Saliniens, ils redeviennent souverainistes. Moi, j'appelle ça des souverainistes à un sou, selon le titre de l'émission. Au fait, le mal, il est ailleurs. Le mal ne se trouve pas tant dans cette querelle de chapelle entre un premier ministre nommé
qui est congédié par ceux qui l'ont nommé. Cela devrait pouvoir se résoudre facilement. En général, en administration publique, celui qui te nomme peut aussi te congédier, à charge pour toi de le poursuivre pour congédiement abusif ou tout ce que vous voulez, mais la question devrait se régler ainsi. Je vous ai nommé, je vous congédie. Bon. Au fait, le mal n'est pas là. Ce n'est pas une question de droit. Est-ce que le CPT a le droit de congédier le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé? La question n'est même pas est-ce que Didier Fils-Aimé a le droit de rester au pouvoir malgré le congédiement de son patron? Non. Au fait, personne ne se soucie du droit dans ce pays. Vous vous souvenez, il y a à peine une semaine, je vous disais que notre problème, c'est que nous ne disposons pas d'institutions médiatrices. Nous ne disposons pas d'institutions nationales qui puissent jouer le rôle de médiateur quand vient un conflit au sommet de l'État. Dans tout pays normal, or Haïti n'est pas un pays normal, c'est la Cour suprême, chez nous la Cour de cassation qui serait saisie de cette question et qui dirait le mot du droit. Mais vous notez que le CPT ne fait pas appel à la Cour de cassation, Alix Didier Fils-Aimé ne fait pas non plus appel à la Cour de cassation. La vérité, c'est que personne ne fait appel à une institution nationale. Pour quelle raison? La réponse est évidente. Parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas reçu le pouvoir des nationaux. Vous vous souvenez, quand le CPT devait recevoir le pouvoir, eh bien, il a dû se rendre à Washington, il a dû se rendre à Kingston pour rencontrer les représentants de la CARICOM qui travaillent, cela va sans dire, sous la férule de Washington. Et c'est d'abord à Kingston qu'ils ont reçu la confirmation de leur pouvoir et ils sont venus tout simplement l'exécuter, ce pouvoir, à Port-au-Prince. Et quel pouvoir? Donc, ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question de constitution. Il n'y a jamais eu souveraineté dans cette affaire. Il n'a jamais été question de nationalisme. Il a été question, n'est-ce pas, d'écarter Ariel et de le remplacer pour se faire un petit peu de fric. Bon. Les 2 ans se sont écoulés sans que le CPT n'ait rien respecté de son propre accord. Il était question d'une conférence nationale, il n'y a pas eu de conférence nationale. Il était question de lancer les grands chantiers pour refonder la nation, rien de tel. Il était question de mettre sur pied une commission de contrôle d'action gouvernementale, rien de tel. Et là, le CPT se trouve coincé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse après le 7 février? Évidemment, tous les Haïtiens attendent le CPT au carrefour du 7 février. Ils ont essayé de rester, ils ont essayé de dire, écoutez, on ne peut pas laisser, avant d'avoir organisé des élections, et tout à coup, ils sortent un lapin de leur chapeau. Quel est ce lapin? Bon, ils vont congédier Didier Alix Fils-Aimé. Ils vont le remplacer par un ministre du cabinet actuel, donc le ministre des Finances, qui serait nommé pour 30 jours, comme si aucun premier ministre haïtien n'a jamais respecté une mandature, c'est-à-dire la durée d'un mandat. Et pendant ces 30 jours-là, eh bien, il y aurait le même gouvernement qui liquiderait les affaires courantes et le CPT resterait sans titre officiel pour négocier avec la classe politique une formule pour une autre transition, ce que Leslie Voltaire appelle dans un langage de désinvolture à peine qualifiable, la deuxième mi-temps. C'est comme si là, c'est un jeu, on joue au foot, hein. On a écarté Ariel qui a assez fait d'argent. Nous, pendant les 2 ans, on a fait de l'argent, on a fait pire qu'Ariel, sauf qu'il faut se succéder à soi-même. Comment on le fait? On nomme un ministre
en fonction. Le ministre des Finances, on le nomme pour 30 jours, n'est-ce pas, ministre par intérim, premier ministre par intérim, en tout cas chef de gouvernement. Nous, les membres du CPT, on démissionne officiellement, mais on continue à négocier avec les membres de la classe politique haïtienne pour une formule qui va nous assurer deux choses. C'est ce que les membres du CPT ont voulu faire. La première chose, on veut s'assurer, n'est-ce pas, d'avoir une immunité. En fait, quand on dit immunité en Haïti, on veut dire tout simplement impunité. Comprenez? Les gens du CPT savent qu'ils ont détourné des fonds. Ils savent qu'ils sont corrompus. Ils savent qu'ils ont armé des gens pour nourrir, si vous voulez, la question de l'insécurité. Ils ne veulent pas être poursuivis. Ils ne veulent pas être frappés d'interdiction de laisser le territoire haïtien. Alors, ce qu'ils font, ils nomment un ministre qui deviendrait Premier ministre en remplacement de Alix Didier Fils-Aimé. Il se garde le beau rôle de négocier la question de la présidence avec les membres de la classe politique haïtienne et après un certain nombre de jours, il parviendrait à un compromis avec la classe politique haïtienne, compromis au terme duquel ils auraient nommé un nouveau Premier ministre et un président. Et il est à parier que le président, le nouveau Premier ministre qu'ils allaient nommer, allait sortir de leur rang. Le nom de Leslie Voltaire circulait et circule encore comme celui qui serait devenu président par intérim jusqu'aux prochaines élections et la classe politique haïtienne nommerait, n'est-ce pas, un Premier ministre et l'affaire aurait été réglée. Bon. Tout ceci allait se dérouler comme je viens de vous le dire. À ceci près cependant que les véritables patrons des politiciens haïtiens ne sont pas en Haïti. Les véritables patrons des politiciens haïtiens se trouvent à Washington. Et Alix Didier Fils-Aimé le comprend bien. Il se dit, même si j'ai été nommé en apparence par les membres du CPT, celui à qui je dois rendre compte, c'est à l'ambassadeur, du moins au chargé d'affaires des États-Unis, accrédité à Port-au-Prince. Donc, mon véritable patron, c'est le département d'État, représenté ici par le chargé d'affaires. Et lui, ce qu'il a fait, il a soigné ses rapports avec le chargé d'affaires des États-Unis à Port-au-Prince. Il a soigné, n'est-ce pas, ses relations avec l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. À plusieurs reprises, moi-même, je sais que Didier Fils-Aimé s'est retrouvé très tard chez l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. Là, on parle de 21h, on parle de 22h. Ils mangent ensemble, le chargé d'affaires, l'ambassadeur du Canada et Didier, si bien que entre eux, s'est développée une relation amicale. Et donc, l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, ainsi que le chargé d'affaires des États-Unis à Port-au-Prince, ont décidé de prendre fait et cause pour Alix Didier Fils-Aimé. Vous dites, ah ouais, mais ça ne respecte pas ça ne respecte pas les règles internationales, ça ne respecte pas, si vous voulez, les conventions, les traités qui régulent le comportement d'un diplomate accrédité dans un pays étranger. Mais depuis quand se préoccupait-on de respecter les traités, de respecter les conventions internationales quand il s'agissait d'Haïti? Depuis quand, dites-moi? Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole.
Alors il ne s'agit pas d'agiter la Convention de Vienne. Il ne s'agit pas de se poser la question de la légalité de ce qui se fait. Rien de ce qui se fait en Haïti n'est légal. Le CPT n'est pas prévu par la Constitution. Le CPT fonctionne en dehors des normes constitutionnelles. Eh bien, pourquoi demander, ou plutôt comment demander à des étrangers, des diplomates étrangers, de respecter des traités internationaux, de respecter des conventions, quand la manière dont on reçoit le pouvoir en Haïti ne respecte en vérité aucune convention internationale et aucune norme nationale. On est dans l'arbitraire en Haïti, cela ne date pas d'hier. Si on est dans l'arbitraire en Haïti, ce n'est pas seulement la faute des étrangers, c'est d'abord notre faute. Les politiciens haïtiens évoquent la loi quand ils ne sont pas au pouvoir. Ils évoquent la loi quand ça fait leur affaire. Mais dès que la loi se montre dans sa rigueur, eh bien, mais tout le monde passe à côté. Dites-moi, les membres du CPT viennent de passer 24 mois au pouvoir, ou à peu près. Quand est-ce qu'ils n'ont jamais évoqué la norme suprême? Quand est-ce qu'ils n'ont jamais évoqué la loi suprême, la constitution haïtienne? Jamais. Ils nomment des ambassadeurs en dehors des dispositions de la Constitution. Ils dépensent sans rendre des comptes, ben c'est anticonstitutionnel. Ils nomment, n'est-ce pas, un Premier ministre, non pas selon les prescrits de la Constitution. Et là, vient le temps pour les membres du CPT de se succéder à eux-mêmes. Ils ont voulu écarter Alix Didier Fils-Aimé pour nommer un ministre en fonction, Premier ministre par intérim, se donner du temps pour négocier une sortie de crise de manière à relancer la même transition avec le titre infamant de deuxième mi-temps, comme s'il s'agissait d'un simple match de foot. Et donc, les véritables patrons, quand je dis ça, je n'en tire pas gloire, mais je fais montre de réalisme politique. On parle alors de réal politique. Quand les membres du CPT ont voulu, une fois de plus, se moquer de la population haïtienne, en se moquant au passage des étrangers accrédités à Port-au-Prince, eh bien, les véritables patrons ont dit basta. Et ils sortent donc la carte de la diplomatie, de la carotte et du bâton. On vous donne un petit peu de carotte quand vous êtes soumis, quand vous vous comportez comme des nègres serviles, et on sort le bâton quand vous voulez parler de Dessalines. Et là, ces jours-ci, parler de Dessalines devient répugnant. On ne s'attend pas à ce qu'un monsieur comme Leslie Voltaire nous sorte la carte de Dessalines. On va rappeler des gestes anti-dessaliniens que ce Leslie Voltaire a posés. On ne s'attend pas à ce qu'un monsieur comme Fritz Alphonse Jean nous sorte la carte de la souveraineté. Fritz Alphonse Jean qui a été justement recevoir le pouvoir des mains des étrangers, des personnalités éminentes, n'est-ce pas, de la CARICOM qui siègent à Kingston. Donc, en sorte que ces souverainistes à un sou, on en a soupé. Le mal, il est ailleurs, les amis. Le mal ne se trouve pas tant dans cette guerre de chapelle entre un Premier ministre qui est nommé par un CPT et qui est licencié par ce CPT et qui refuse de partir. S'il s'agissait d'une question de droit, mais la messe aurait été dite pour Didier Fils-Aimé. Tous ceux qui ont suivi ne serait-ce qu'un seul petit cours en droit public, en droit administratif public, tous ceux qui ont suivi ne serait-ce qu'un tout petit cours en public management savent qu'en général, dans l'administration publique, celui qui te nomme a aussi le pouvoir, il a aussi l'autorité, il a aussi la compétence, il a aussi la qualité, pour reprendre tout ce vocabulaire juridique, de te congédier, à charge pour toi de le poursuivre pour congédiement abusif ou pour congédiement illégal. Donc s'il s'agissait d'une question de droit, le CPT aurait
la qualité, aurait la compétence, aurait l'autorité et le droit de congédier le Premier ministre. Mais Alix Didier Fils-Aimé sait qu'il ne s'agit point de droit, qu'il s'agit de l'effectivité de l'État. Hein? C'est-à-dire qui dispose des ressources véritables de l'État? Qui est-ce qui peut commander encore, si vous voulez, les forces répressives de l'État? Bon, la police, même si elle est numériquement insuffisante, obéit encore aux ordres d'Alix Didier Fils-Aimé. Et donc, le CPT a beau agiter une lettre de congédiement pour Alix Didier Fils-Aimé, mais la lettre n'est même pas publiée dans les colonnes du journal officiel de l'État. Encore une fois, on peut congédier un Premier ministre sans que ce congédiement n'apparaisse dans les colonnes du Moniteur. La question n'est pas là. La véritable question, c'est est-ce que le CPT dispose des moyens de ses prétentions? Est-ce que le CPT peut faire montre de l'effectivité de l'État, comme on dit en droit constitutionnel ou en droit international public? Mais non, le CPT ne peut pas dans les faits, faire atterrir le congédiement du Premier ministre parce que le chef de la police, par raison, n'obéit pas au CPT. Le chef de la police obéit au Premier ministre. Donc on se retrouve avec un État qui ne fonctionne pas. Ça, on l'a toujours su. On se retrouve avec des dirigeants qui ne dirigent rien, mais qui peuvent plonger les mains dans la caisse de l'État pour s'assurer d'échapper pendant de longues années à la fameuse précarité existentielle dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le mal, il est ailleurs, encore une fois. Le mal ne se trouve pas dans la lettre de la loi. Rien ne se fait selon la loi en Haïti. Le mal ne se trouve pas dans le non-respect des normes. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de normes en Haïti, sinon que la loi de la jungle, la loi du plus fort. Eh bien, le mal, il est précisément dans l'inconscience de nos dirigeants. J'ai eu le malheur, car j'étais très malheureux en l'écoutant, d'écouter Leslie Voltaire dresser le bilan du CPT, le bilan de ces 24 mois du CPT. Et là, il a dit, écoutez, nous sommes la structure à avoir publié plus de décrets. Ah bon? Nous sommes la structure à avoir publié un décret électoral. Ah bon? Nous sommes la structure à avoir voté un budget pour nous assurer de fournir à la police et à l'armée des moyens pour combattre les gangs. Ah bon? Nous sommes la structure, n'est-ce pas, qui a géré paisiblement le pays. Ah bon? Si on prend le temps d'analyser le discours, d'abord c'est un discours tellement insultant pour l'intelligence. Leslie Voltaire, c'est un homme qui était perçu dans la communauté haïtienne comme un gentleman, comme un homme sérieux, un homme honnête, un homme de gauche, hein, la fameuse gauche caviar, pour parler comme les politiciens français. Mais on a réalisé que Leslie Voltaire, tout comme les autres politiciens haïtiens, n'a qu'un seul souci: échapper à la précarité existentielle. On lui a offert sur un plateau les ressources de l'État. Il en a profité pour mettre à l'abri sa famille, à l'abri des besoins, avec du primum vivere. Il en a profité pour se mettre à l'abri lui-même de toute précarité existentielle. Au diable les principes, au diable les normes. Et pour l'instant, le seul souci du CPT, c'est de ne pas être poursuivi après le 7 février. Au fait, toutes les négociations qui sont en train de s'engager tournent autour de 2 points. Messieurs, on veut l'immunité. Leslie Voltaire ne veut pas être poursuivi après le 7 février pour corruption, pour détournement de fonds. Fritz, Alphonse Jean, Vertilaire, enfin tous ces voleurs du CPT, ils n'ont qu'une crainte:
Et si la structure qui nous remplaçait nous poursuivait au lendemain du 7 février pour détournement de fonds, et si la structure qui nous remplaçait nous frappait d'une interdiction de départ. Alors, les membres du CPT négocient, comme le diable dans le bénitier, un je ne sais quoi, une sortie de crise qui leur garantirait l'immunité, entendons dans le langage haïtien, l'impunité. Et le deuxième point, n'est-ce pas, à l'ordre du jour dans les négociations, c'est comment rester au pouvoir sans être au pouvoir en apparence. Et je vous ai déjà dit ce que les membres du CPT allaient sortir de leur lapin, de leur chapeau, enfin le lapin qu'ils allaient sortir de leur chapeau, c'est de nommer le ministre des Finances actuel comme Premier ministre par intérim pendant 30 jours. Cela leur donnerait à eux, les membres du CPT, toute la latitude pour négocier la présidence avec les membres de l'opposition. Leslie Voltaire serait revenu comme président du pays jusqu'à l'organisation des élections. Donc, il assurait ainsi l'impunité et la protection, l'immunité donc aux autres membres du CPT et à lui-même au passage. Et il s'assurait donc qu'au 7 février, il placerait un petit ami comme président. Voilà les amis, en quoi on se retrouve. Et puisque les véritables patrons sont dans les ambassades, ils ont clairement vu le jeu des membres du CPT. Ils ont dit basta. Ils ont donc sorti la carotte pendant un premier temps. Si vous congédiez Leslie Voltaire, on risque de se fâcher. Et puisque les membres du CPT ont voulu jouer la carte de la souveraineté, moi je les appelle les souverainistes à un sou, eh bien les véritables patrons ont sorti alors le bâton. Ils ont sanctionné les membres du CPT, ils ont coupé leur visa, on les menace de fermer leur compte aux États-Unis ou de couper le visa de leurs enfants qui étudient en terre étrangère ou de leurs femmes qui voyagent. Voilà les amis. Donc, n'évoquons pas la question de la souveraineté. Haïti a perdu par la faute des politiciens haïtiens sa souveraineté. Nous ne nous dirigeons pas. Nous avons nous avons renoncé à notre souveraineté et les étrangers qui sont en Haïti le savent bien, ils nous dirigent en se servant du bâton de la coupure de visa. Donc, quand Leslie Voltaire, quand Fritz Alphonse Jean, quand Smith Augustin nous parlent de souveraineté, ils se foutent de notre gueule. Ça, c'est tout simplement des discours à consommation locale, car ces gens-là ont reçu le pouvoir, non pas d'une institution nationale, non pas des nationaux haïtiens, ils ont reçu le pouvoir des étrangers. Il est donc tout à fait normal que ce soit des étrangers qui leur dictent les règles. Alors, une longue introduction. Je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, les amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Alors, on vient de le voir, il ne faut pas s'énerver avec des questions de souveraineté, les amis. La souveraineté, c'est une question, ou plutôt c'est une notion abstraite. Quand on veut
être souverain, mais on se comporte comme un souverain. Quand l'État d'un certain pays veut parler de souveraineté, il doit se comporter comme souverain. L'État doit se donner des institutions. D'ailleurs, on ne peut penser à l'État sans penser à l'institution ou à des institutions. L'État doit se donner des moyens pour résoudre lui-même ses problèmes, d'autant qu'il ne s'agit pas là de problèmes complexes, il s'agit de problèmes relativement simples. Comment nommer un Premier ministre? Comment le congédier? Le Premier ministre, c'est une émanation du CPT. Le CPT devrait pouvoir congédier le Premier ministre. Et là, ils disent, écoutez, nous le congédions parce que, il est incompétent, mais c'était écrit dans le ciel que Alexis Dié-Fils-Aimé n'allait rien régler à la tête du pouvoir. Mais le CPT n'est pas plus compétent. J'entendais avec tristesse ce bilan de Leslie Voltaire qui disait, écoutez, nous, au sein du CPT, notre seule responsabilité, c'est une responsabilité de direction. Nous sommes là pour passer des ordres. Nous avons passé instruction au Premier ministre de résoudre le problème d'insécurité. Nous avons donné les moyens à la police pour résoudre le problème. Donc nous, on n'a rien à se reprocher. On a tout fait, on a passé des ordres, vraiment. Donc quand vous avez des gens qui n'assument aucune part de responsabilité dans ce chaos dans lequel Haïti se trouve, alors, les amis, qu'avons-nous encore besoin de parler de souveraineté? Nous avons perdu par nous-mêmes notre souveraineté. Des questions aussi souveraines, des questions aussi régaliennes que l'organisation des élections, nous ne pouvons même pas les régler par nous-mêmes. Nous allons négocier en catimini avec le Mexique l'impression des bulletins de vote et croyez-moi, il y aura de la surfacturation, croyez-moi, il y aura de la magouille. On veut rester au pouvoir malgré le fait qu'on n'a pas produit les résultats attendus. Et donc, je vous dis, le 7 février va se passer comme un jour normal. Il n'y aura rien de nouveau. Le CPT va tomber de lui-même et Alix Fils-Aimé va avoir toutes les commandes. Il va y avoir une nouvelle cour, c'est-à-dire avec des flatteurs habituels, avec les courtisans, les courtisanes habituelles, et Didier va tenter d'aller chercher une légitimité populaire en achetant l'assentiment des gens avec les ressources de l'État. On voit qu'il le fait déjà. Didier dépense énormément de l'argent dans les médias. Il dépense énormément de l'argent de l'État, j'entends, auprès des gens de la classe politique haïtienne pour qu'on le soutienne. Et l'ambassade du Canada et l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince le soutiennent. Didier va nous refaire à l'envers le coup d'Ariel Henry. Donc, voyez comment, puisqu'on ne tire pas des leçons de nos erreurs, puisqu'on n'apprend pas de nos erreurs, on reproduit les mêmes comportements parce que les motivations sont les mêmes. Pourquoi entre-t-on en politique en Haïti? Pourquoi cherche-t-on le pouvoir en Haïti? Pour une seule raison, je vous en ai parlé la semaine dernière, pour échapper à la précarité existentielle. Les membres du CPT, pendant les 10 prochaines années, seront à l'abri de toute précarité. Comparez, il y a quelqu'un j'ai un ami là qui enseigne au Brooklyn College que j'ai déjà reçu à mon émission du dimanche, il est sociologue. Il développe ce qu'on appelle la théorie du ventre. Il dit en Haïti, les gens sont motivés uniquement à prendre le pouvoir pour des questions de précarité. Et il en veut pour preuve les photos des gens avant d'être parvenus au pouvoir
et leurs photos pendant et après le pouvoir. Et là, dernièrement, il m'a envoyé une photo de Leslie Voltaire. Leslie Voltaire qui allait recevoir l'investiture présidentielle, était devenu la risée de la nation. On le voyait avec son costume qui lui parvenait, bon Dieu, à la cheville. Et quelques mois après, mais ce n'est plus le même homme. Pourquoi? Mais parce que l'homme n'est plus dans une situation de précarité existentielle. Ce qu'il a démontré là, dans le cas de Leslie Voltaire, est aussi vrai pour Edgar Leblanc, c'est aussi vrai pour Fritz Alphonse Jean. Voyez-vous? Donc, on entre au pouvoir en Haïti pour échapper à la précarité existentielle, pour avoir de quoi manger, pour le dire plus simplement. Et donc, maintenant que les gens du CPT sont à l'abri de la précarité existentielle, mais ils estiment qu'ils ont atteint leur but. Des buts mesquins, des buts très personnels, des buts très égoïstes, mais on s'en fout. Et là, ce qu'il y a de plus triste, les amis, c'est que peu importe la formule qui va être retenue après le 7 février 2026, peu importe les visages qu'on va retrouver dans les avenues du pouvoir, les motivations resteront les mêmes. J'étais, et je le suis encore, très impliqué dans des groupes de réflexion qui cherchent à obtenir une bonne formule pour une transition véritable. La question, ce n'est même pas tant une formule, la question, c'est à qui confier ce pouvoir pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes pièges, dans les mêmes travers. Bon. Quand vous avez des gens qui veulent s'enrichir vite, parce que le temps des transitions, c'est le temps où on ne rend pas compte. Quand vous avez des gens dont la seule motivation, c'est d'entrer dans l'histoire pour dire, écoutez, moi j'ai été Premier ministre, moi j'ai été ministre des Finances, ministre de l'Éducation, mais sans aucun désir de jeter de nouvelles bases pour un nouveau pays, mais on peut vivre autant de 7 février que l'on veut, les choses ne changeront pas. Puisque mon rôle, c'est, en plus d'analyser, de quand même faire des propositions, je ne peux pas me contenter de dire, écoutez, regardez, voici pourquoi ils ont échoué. On a vu ça pendant 2 semaines. On a analysé en long et en large les raisons pour lesquelles le CPT a échoué. On l'a fait ici, à cette émission du dimanche. On l'a fait avec un psychologue à notre émission du mercredi. On l'a fait pendant 2 semaines d'affilée. Maintenant, il faut faire une proposition. On n'a pas le choix. Quand on finit de poser un diagnostic, même s'il est un diagnostic cru, même s'il est un diagnostic décourageant, il faut faire des recommandations. Eh bien, pour qu'une transition réussisse en Haïti, il faudrait qu'elle soit gérée ou gouvernée par des technocrates. C'est-à-dire des gens qui ne soient pas de la classe politique haïtienne, des gens qui n'arrivent pas avec ce logiciel-là. Quel est ce logiciel des politiciens haïtiens? On prend le pouvoir, on détourne des fonds publics pour être à l'abri de la précarité existentielle, on place au pouvoir quelques amis de la classe politique parce que eux aussi vont être au pouvoir. Si on ne les traite pas bien, ben, ils vont nous maltraiter après. Donc, autant nous assurer de bien les traiter, autant nous assurer de leur faire un clin d'œil favorable pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent bien nous traiter. Alors là, on embarque dans un cycle éternel de corruption, de détournement de fonds, de népotisme, de clientélisme. On l'a vu, le CPT a fait pire qu'Ariel Henry en matière de nomination dans les représentations diplomatiques. Le CPT a fait pire qu'Henry en matière d'utilisation des ressources publiques sans rendre des comptes. Mais où trouver, les amis, ces technocrates? J'ose espérer que sur les 12 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti, il y a un faible reste
qui ne soit pas motivé par des questions de riz et de pois et de viande. Les questions de primum vivere, j'ose espérer. Bon, ne me parlez pas de personnalité éminente. Le CPT est infesté. Le verbe ici, il est voulu, il est choisi à dessein. Le CPT est infesté de personnalités éminentes. Non, ce ne sont pas des personnalités éminentes qui manquent en Haïti. On a des personnalités éminentes qui ont faim, on a des personnalités éminentes dont le logiciel demeure celui de se servir plutôt que de servir la cause. J'ose espérer que parmi les 12 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti et parmi les 2 millions d'Haïtiens qui vivent en terre étrangère, j'ose espérer qu'il y a des gens dont la seule motivation serait de voir fonctionner ce pays, dont la seule motivation serait d'améliorer le sort de la population haïtienne, dont la seule motivation serait de doter ce pays d'institutions fiables et stables. Car en vérité, les amis, c'est notre plus grand problème. Dans tout pays normal, la Cour de cassation réglerait cette guerre de chapelle entre le CPT et le Premier ministre par un arrêt auquel tout le monde se serait soumis. Dans tout pays normal, cette vacance qui s'en vient au lendemain du 7 février serait réglée par des institutions auxquelles on accepterait de se soumettre. Mais personne ne s'est soucié de fortifier, de solidifier les institutions en Haïti. On les utilise comme du papier. On s'en sert quand ça fait notre affaire, et quand ça ne fait plus notre affaire, mais on les balance ailleurs, et puis on remet sur pied une nouvelle institution, comme si le problème c'était un manque d'institutions. Nous ne sommes pas intéressés à avoir des institutions. Sur papier, c'est le plus beau pays du monde. Nous avons la Cour de cassation, nous avons la Cour supérieure des comptes, nous avons le Conseil supérieur de la police nationale, mais tout le monde s'en fout. D'où mon vœu que cette transition, entendons transition, le fait de passer d'un point A au point B. À date, nous n'avons pas de transition, nous n'avons que des gouvernements intérimaires, nous n'avons que des gouvernements éphémères qui se succèdent les uns aux autres. Mon vœu, c'est qu'il y ait une vraie transition qui soit gérée par des technocrates. Des gens qui disent, écoutez, il nous faut telle institution, et cette institution-là doit fonctionner envers et contre tous. Il nous faut en finir avec l'impunité. Pour cela, nous allons poursuivre. Ah oui, lancer des procès, faire une enquête, des audits sur la gestion du CPT et les poursuivre. Aussi longtemps que ceux qui détournent des fonds publics, aussi longtemps que ceux qui réclament le pouvoir public sans produire des résultats ne sont pas punis, la machine à produire des politiciens futiles, des politiciens corrompus et corrupteurs ne s'arrêtera pas. Si on veut arrêter cette machine à produire des politiciens corrompus, il faut rompre tout de suite, il faut divorcer tout de suite d'avec cette habitude du laisser-faire, du laisser-grainer, pour parler comme Pétion. Non. On a vu ces gens du CPT se battre dans la rue pendant 2 ans pour réclamer le départ d'Ariel. Ils parviennent au pouvoir, ils font pire qu'Ariel. Et ils se disent, nous, notre travail, c'était un travail de direction. Nous avons passé des ordres, les autres n'ont pas été suivis, et nous allons nous arranger pour nous succéder à nous-mêmes, de manière à n'être pas poursuivis. C'est trop facile, les amis. Les dirigeants haïtiens sont trop confortables. Ils sont trop confortables dans l'impunité, ils sont trop confortables dans l'arbitraire. Il faut casser ce cycle. Mais quand on veut casser un cycle, on ne le fait pas avec ceux qui sont responsables du problème. Quand on veut casser un cycle, on ne le fait pas avec ceux qui sont à l'intérieur du cycle. Non, vous le faites avec des outsiders. Des gens qui sont pétris de valeurs d'administration publique,
Des gens qui sont pétris, n'est-ce pas, des principes supérieurs de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Des gens qui sont pétris par le principe de la gestion par résultat. Et des gens qui n'ont pas d'amis dans ce pays. Vous savez, Haïti, c'est une république de camarades. Les gens disent d'Haïti, ah mais vous savez, c'est comme des spaghettis. Vous tirez un fil de spaghettis et c'est tout le plat que vous tirez. Mais bon. Donc l'amitié en Haïti devient un problème. Je suis au pouvoir, mais j'ai tellement d'amis à aider, j'ai tellement d'amis à placer, j'ai tellement d'amis à caser dans l'administration publique que finalement, je me retrouve malgré moi complice de détournement de fonds, je me retrouve malgré moi complice de clientélisme, je me retrouve malgré moi complice de népotisme. Il faut des outsiders, il faut des gens qui viennent d'en dehors de la boîte. Il faut des gens qui règlent le problème d'Haïti sans état d'âme. C'est pas compliqué, les amis. Les problèmes ne sont pas compliqués, c'est la volonté qui manque. Les problèmes ne sont pas compliqués, mais aussi longtemps qu'on se sert des mêmes joueurs, de ceux qui ont bénéficié jusque-là du système, mais on ne changera pas le système. Le 7 février, malheureusement, va se passer comme un jour ordinaire. Alexis Diefissémé va rester au pouvoir. Il va continuer à utiliser les ressources pour s'acheter une légitimité. Il va probablement refaire son gouvernement, y placer de nouveaux visages, de nouvelles têtes, pour que tous puissent goûter, n'est-ce pas, un petit morceau du gâteau, et il va voguer vers l'automne prochain où on est censé nous organiser des élections. Mais des élections selon les principes de la négraille, c'est-à-dire les ambassades vont soigner, vont choisir, vont bien nous packager un certain candidat qu'ils vont nous entrer dans la gorge comme étant le président élu du peuple. Et là, le cycle va recommencer. Il faut qu'on arrête ça. Comment on parvient à faire ça? On en parle après la pause que voici. Ce sera le dernier mot de l'émission. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était dit que si l'on veut avoir une transition qui réussisse, il faut que cette transition soit gérée par des technocrates, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui appliquent une techné, qui appliquent une technique. La technique de la gestion par résultat, la technique de la solidification des institutions, la bonne gouvernance, une gouvernance qui place les institutions au-delà des gens, une gouvernance qui rend des comptes, une gouvernance dans laquelle, oui, il y a l'exécutif, mais une gouvernance dans laquelle il y a une commission de contrôle de l'action de l'exécutif. Une transition dans laquelle on redonne toute son autorité au pouvoir judiciaire. Une transition dans laquelle on lance les chantiers d'une nouvelle nation afin qu'au moment des élections que je souhaite lointains, on puisse avoir des élus redevables aux électeurs, on puisse avoir une chambre législative qui passe des lois en toute indépendance pour le bien de la population, on puisse avoir un gouvernement qui fonctionne selon des normes. On ne peut pas, les amis, vous m'avez vu, on ne peut pas envisager des élections sans cela. Toute personne qui voudra, au nom de la démocratie, qu'on aille en élection dans
dans cette situation-là, dans ce contexte-là, toute personne qui voudra cela ne comprend rien à rien, ou alors cette personne-là est de mauvaise foi. Si on va en élection là demain matin, on va avoir qui? Moïse Jean-Charles, on va avoir qui? Rod Joseph, on va avoir qui? Nommez-les. Hein? Nommez-les. Des gens qui attendent leur tour pour faire dans la corruption, des gens qui attendent leur tour pour faire dans du népotisme, des gens qui attendent leur tour pour faire dans le clientélisme. Mais vous me dites, dans ce cas-là, Alexis Didier Fils-Aimé peut rester? Non, non, il ne peut pas rester. Il ne devrait pas rester. Mais pour le faire partir, il faut comprendre comment fonctionne le rapport de force en Haïti. Bon. Vous allez voir, pendant les prochains jours, il y aura quelques manifestations antigouvernementales, v'lez pas v'lez, faut l'aller, etc. Mais très rapidement, Didier va en venir à bout en distribuant l'argent du peuple. Il va en venir à bout, n'est-ce pas, en demandant à la police d'aller lancer des gaz lacrymogènes. Il va en venir à bout en recomposant le gouvernement, c'est-à-dire en y introduisant de nouvelles figures, de nouveaux visages qui vont venir des mêmes partis politiques qui ne cherchent qu'à s'enrichir pendant la période de transition. Donc il faudrait faire en sorte que ce rapport de force joue en faveur de ces technocrates-là. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Nous devons donc investir les médias. Nous devons, n'est-ce pas, investir les rues pour que cette transition soit vraiment la dernière. Il faut se donner une véritable feuille de route, mais avec les moyens de punir, de congédier, de licencier ceux qui promettent de suivre cette feuille de route et qui la foulent aux pieds sitôt qu'ils parviennent au pouvoir. Même si le contexte est décourageant, même si le contexte est déprimant, je refuse de croire que parmi les 14 millions d'Haïtiens que nous sommes, il n'y a pas un faible reste qui comprennent les principes de l'administration publique, qui comprennent les principes, n'est-ce pas, d'un état de droit, qui comprennent les principes d'une transition véritable et qui disent que cette transition doit être la dernière. Vous me connaissez, je suis du genre à voir le verre à moitié plein. Je constate le vide. Oui. Mais que le CPT ne soit plus là au-delà du 7 février, c'est une bonne chose. Bien sûr, vous me direz, on aura perdu 2 ans. Bien sûr, vous me direz, n'est-ce pas, ça a été une autre occasion ratée. Fine. On n'a pas construit Rome en un jour, selon le vieil adage. Des nations beaucoup plus vieilles que nous, des nations qui sont plus avancées que nous, ont connu ces moments de péripéties. Il est dans l'histoire des nations qu'elles se cherchent jusqu'à ce qu'elles trouvent la voie qui leur convienne. Eh bien, nous aussi, peuple haïtien, nous avons le droit de chercher la voie qui nous convienne. Nous avons essayé la formule collégiale du CPT, ça a été un échec retentissant. Les tuteurs d'Haïti disent, nous, on veut avoir des élections, mais c'est ce qu'ils disent. Nous ne sommes pas obligés de les écouter. Avoir des élections, n'est-ce pas, dans 6 mois, c'est la formule parfaite pour reproduire les mêmes échecs d'antan. Mais comment avoir une transition qui en soit une véritable? Mais il faut faire cette transition avec des gens dont le logiciel, dont le schème de pensée ne soit pas celui du politicien traditionnel. Quelqu'un qui dit, moi j'entre ici avec une mission claire. J'embarque ici avec un énoncé de mission claire. J'embarque ici avec un plan clair, une feuille de route claire, et je veux justement qu'on me regarde aller, qu'on me juge sur les résultats. Premier résultat attendu, on va régler ce foutu problème de gangstérisme. C'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on dit. Ces armes ne sont pas fabriquées en Haïti, elles entrent par nos ports, elles entrent par nos frontières. Bien, est-ce qu'on peut les surveiller?
Ces gens qui continuent à nous terroriser ne fabriquent pas leurs munitions. Mais si on contrôle nos entrées, alors les munitions n'entreront plus. On sait où ils se trouvent, les barbecues de ce monde, les ISO. Est-ce qu'on peut les neutraliser? Si on en neutralise 2 ou 3, les autres vont se rendre. Et le problème de sécurité, une fois réglé, ou alors concomitamment à la gestion du problème d'insécurité, on va lancer les chantiers fondateurs pour une nouvelle Haïti. Ne tombons pas dans le piège d'organiser des élections à la va-vite sous prétexte que, écoutez, il faut des gens qui ont la légitimité populaire pour diriger le pays. Faux, archi faux. Des élections demain matin, des élections dans 6 mois, c'est la formule parfaite pour reproduire les mêmes comportements de népotisme, pour reproduire les mêmes comportements de corruption, pour reproduire les mêmes comportements d'enrichissement illicite. Prenons le temps d'organiser une transition avec des technocrates, des gens qui sont à l'abri de la précarité existentielle. Des gens qui savent comment fonctionne, n'est-ce pas, l'administration publique. Des gens qui reconnaissent les bienfaits d'un état de droit. Et surtout des gens qui n'ont pas d'amis dans le système et qui chercheront à les protéger dès qu'ils parviendront au pouvoir, au motif que eux aussi devront être protégés lorsqu'ils perdront le pouvoir. C'est ça, les amis. Le cycle pathologique, c'est ça les amis, le cycle infernal qui nous empêche de régler les problèmes de ce pays. Une petite superficie de 27 000 km² et vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas gérer ça. Une petite population de 12 millions d'habitants, vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas gérer ça. Mais voyons les amis, mais voyons. On ne sait pas donner les bonnes institutions, on ne sait pas donner les bonnes personnes, on ne sait pas donner les bons dirigeants. Voilà notre problème. La situation d'Haïti n'est pas plus complexe que notre pays, les amis. C'est le manque de volonté, c'est la motivation de nos dirigeants qui n'est pas pure. Alors remplaçons ces dirigeants par des gens qui ont un autre logiciel. Remplaçons ces dirigeants par des gens qui ont des motivations nobles. Remplaçons ces dirigeants par des gens qui parviennent au pouvoir, non pas pour se servir, mais pour servir le plus grand nombre. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Je vais y aller avec 3 recommandations. La première, composons une feuille de route claire.
qu'est-ce qu'il faut faire pendant une véritable transition? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut le faire? À l'intérieur de quel calendrier il faut le faire? Mais voilà, il faut définir la feuille de route. Mais vous me direz, ouais, Montana a déjà fait ça, fine. Encore une fois, on peut avoir essayé, échoué, réessayé, échoué. À un moment donné, il faut comprendre pourquoi on a échoué et recommencer autrement. Donc, on se donne une feuille de route claire. Une transition, c'est 1, 2, 3, 4, 5 choses à faire. Très bien. Une fois qu'on aura écrit cette feuille de route, la deuxième chose à faire, définir le profil de ceux et celles qui doivent exécuter cette feuille de route. On va avoir un gouvernement exécutif, on va avoir une commission de contrôle de l'action gouvernementale qui entreront en fonction en même temps. Autrement, on va nous refaire à l'envers le coup du CPT. Si on installe d'abord les gens de l'exécutif en espérant que les mêmes gens de l'exécutif vont nommer une commission qui viendra les contrôler, mais on se sera trompé une deuxième fois. On a appris de l'expérience du CPT. Donc, une feuille de route claire. Voici les chantiers qu'on doit lancer. Voici les procès qu'on doit instruire. Voici les institutions qu'on doit réformer. Voici comment il faut procéder au Conseil national, au Conseil, à la conférence nationale. Vous voyez, une feuille de route claire. 2, on définit le profil de ceux et celles qui doivent être dans le gouvernement et dans la commission de contrôle de l'action gouvernementale pendant la transition. Il faut définir le profil. Vous notez que il y avait un règlement qui avait prévu que ceux qui parviendraient au pouvoir pendant la transition devraient déclarer leur patrimoine à l'entrée et déclarer leur patrimoine à la sortie pour s'assurer qu'il n'y a pas d'enrichissement indu, qu'il n'y a pas d'enrichissement illicite. Il est à parier que les gens du CPT ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous volé. Or, si on avait une commission de l'action gouvernementale, la commission de l'action gouvernementale verrait à ce que ces gens-là rendent compte. Montrent leur patrimoine à l'entrée et montrent leur patrimoine à la sortie. Donc, il faut définir le profil de ceux et celles qui doivent faire partie de cette première et vraie transition dans l'histoire politique de ce pays. Donc, 1, on écrit la feuille de route, on prend le temps de le faire. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a de bonnes idées qui circulent déjà. Il y a de bonnes idées qu'on peut retrouver dans la feuille de route du Montana. Il y a même de bonnes idées, ne soyez pas étonnés, dans l'accord du 4 avril qui a conduit au pouvoir les membres du CPT. On regarde cela de près, on en fait une mise à jour. On définit ce qui n'a pas été fait jusque-là, le profil de ceux et celles qui doivent siéger comme membres de l'exécutif, donc attendons, comme membres du gouvernement et membres de l'action, de la commission de l'action, de la commission du contrôle de l'action gouvernementale. Et 3, je vous avais promis 3 recommandations. 3, Didier ne laissera pas le pouvoir par lui-même parce que le pouvoir, c'est une drogue. Didier ne laissera pas le pouvoir par lui-même parce que il devra rendre des comptes lui aussi. Et contrairement à ce qui se fait jusque-là, d'aller voir des tuteurs à Washington, d'aller voir des tuteurs, n'est-ce pas, à Ottawa, on va manifester dans la rue pour réclamer le départ de Didier, mais cette fois-ci avec une alternative claire. Voici le plan, voici qui on prévoit comme technocrate pour régler la question de la transition une fois pour toutes. Et si on chauffe la rue, comme on dit chez nous, si on manifeste tous les jours sans avoir peur, la fameuse coupure des visas, eh bien Didier partira. Car on le sait, ce n'est pas Didier qui va organiser des élections. Didier, en tant que Premier ministre, ne pourra pas convoquer le peuple en ses comices. Vous voyez ?
des recommandations en 3 points. On écrit un plan, on écrit une feuille de route. En général, on fait ça déjà. On n'a qu'à faire une mise à jour de ce qui existe déjà. On définit le profil de cette technocrate qu'on doit retrouver à la tête de l'État, que ce soit comme président, que ce soit comme Premier ministre, que ce soit comme membre du gouvernement, donc l'exécutif. On définit le profil de ceux que l'on doit retrouver au sein de la commission de contrôle de l'action gouvernementale. Et on fait autrement. On ne va pas aller voir la CARICOM, on ne va pas aller voir Washington ou Ottawa. On va manifester, on va chauffer la rue, comme on dit, pour que Didier parte. Et qu'enfin commence une véritable transition. Chers amis, la route nous paraît longue quand on la regarde en tant qu'individu. Mais quand on replace les combats du peuple haïtien dans la ligne des temps des peuples, eh bien, mais c'est très court, hein? C'est très court. Il n'y a pas lieu de se décourager. J'aime à rappeler en tant qu'historien, les Français se sont débarrassés d'un roi, n'est-ce pas, en juillet 1789. Ils ont proclamé la République. Mais très rapidement, n'est-ce pas, la République n'a pas tenu, puisque par le consulat, un certain Bonaparte est revenu, qui s'est comporté littéralement comme un roi, avec le titre de l'empereur. On a chassé, n'est-ce pas, Napoléon, et on est revenu quoi? Mais à la royauté avec les Bourbons. De 1789 à nos jours, la France a essayé au moins 5 formules. La France en est à sa 5e république. Et il y a des politiciens qui réclament une 6e république parce que, eh bien, la 5e république est en train de s'effondrer. Alors, qui va dire aux Français qu'ils n'ont pas le droit d'essayer? On oublie que les États-Unis d'Amérique, même après leur proclamation de l'indépendance, ils ont eu la plus sanglante guerre civile de tous les temps. Et pourtant, aujourd'hui, ils se targuent d'être une démocratie. Donald Trump nous révèle les failles de cette vieille république. Autant dire, les amis, que les peuples ont le droit de chercher leur chemin. Ils ont le droit d'essayer, ils ont le droit de se tromper. Mais on n'a pas le droit d'abandonner la lutte sous prétexte qu'on a échoué trop souvent. Je refuse d'abandonner, je refuse de me laisser aller au découragement sous prétexte qu'on a essayé tant de fois que désormais il faut laisser les étrangers faire à notre place. Non. Vous pouvez être sûr d'une chose. Si Alix Didier Fils-Aimé était aussi bon pour la population haïtienne, si Alix Didier Fils-Aimé était aussi bon pour l'agenda national haïtien, faites-moi confiance, ce n'est pas le chargé d'affaires américain, ce n'est pas l'ambassadeur du Canada qui le dirait. Au contraire, il prendrait position contre lui. Alors, comment je sais qu'Alix Fils-Aimé n'est pas bon pour le peuple? Parce que, simplement, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince et l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince le veulent. Est-ce qu'on a le droit d'avoir notre propre formule? Oui. Est-ce qu'on le fera sans tenir compte des menaces du blanc? Bien sûr. Est-ce qu'on le fera sans aller voir le blanc? C'est ce qu'il faut faire. Si on veut commencer à récupérer une partie de notre souveraineté, nous devons faire nos choses nous-mêmes. Et faites-moi confiance, ce n'est pas le chargé d'affaires américain, ni l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince qui vont nous empêcher, vous et moi, de penser, de concocter, de composer une feuille de route, de définir le profil de ceux et celles qui doivent occuper les avenues du pouvoir pendant cette transition et de manifester dans les rues pour réclamer le départ de Didier. 3 recommandations en 3 temps. Didier restera sûrement quelques semaines encore, il va continuer à corrompre, il va utiliser les ressources du peuple pour acheter le peuple, mais Didier ne pourra pas rester longtemps parce que sa seule légitimité lui vient de l'ambassade des États-Unis et de l'ambassade du Canada. Les amis, j'espère vous avoir été utile. On continue de se battre. Il faut continuer à se battre. Le 7 février, ce n'était pas une date fatidique à laquelle il fallait tout réussir ou mourir, non. Le 7 février, c'est une date symbolique qu'on s'est donnée, voilà 40 ans, 86. Si tout ne s'est pas réglé au 7 février, on se crache dans les mains et on recommence. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que font les peuples qui réussissent.
On garde le moral, les amis, car tant que va le moral, tout va. On continue la lutte. Vive le peuple haïtien, vive Haïti. Allez, au revoir.